Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du Comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution ipa yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et seulement nous bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon,
moi je commence. La sécurité dans nos milieux, C'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Message du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ne vous en doutez pas, vous êtes bel et bien sur Politikon, la force du détail. Merci de nous choisir. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, n'a jamais été aussi prolifique en termes de sorties médiatiques depuis qu'il a placé le flambeau à son successeur, Félix Tshisekedi, avec qui le point de vue semble désormais inconciliable depuis la mise à mort de la coalition FCC Cash. Après sa tribune polémique, Joseph Kabila, qui était en Namibie pour participer aux obsèques de l'ancien chef de l'État namibien, Njomo, il a accordé une interview exclusive et explosive à la presse namibienne, dont nous allons cerner les contours ici avec un des invités dont la parole s'est fait aussi rare. Nous avons décidé de nous déplacer pour le rencontrer. Merci d'être venu, professeur Luc Kassongo. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, professeur des universités, avocat au barreau de Lubumbashi. Comment allez-vous? Merci, monsieur le journaliste. C'est à nous de vous remercier pour la confiance que vous avez placée à nous, en nous invitant à faire une émission avec votre chaîne. Sinon, nous nous portons bien. C'est à nous de vous remercier pour votre temps et de cette occasion de changer avec vous sur les questions essentielles, sur la situation générale du pays. Je rappelle que vous avez été reconduit au poste de secrétaire permanent adjoint et avec l'arrivée de Obeminaku comme vice-président, vous avez été relégué au 4e rang du parti. Comment avez-vous accueilli cette reconduction à ces postes? Pour plusieurs, c'est une prime à la loyauté. Et c'est un avis que vous partagez? Bon, monsieur le journaliste, vous savez que la désignation à des postes de responsabilité, c'est question de confiance du chef. Pas que ça. Nous avons été désignés secrétaire permanent adjoint en 2018. Nous avons fait pratiquement 6 ans. Et le président national du parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire et sénateur à vie, en même temps président national du PPRD, a voulu opérer la restructuration de son parti pour faire face aux défis qui nous attendent. Vous savez, nous sommes à 2 ans pratiquement des élections et en tant que parti politique, le parti qui avait déjà géré la République, nous avons de l'expérience et nous avons perdu les pouvoirs en 2018. Aujourd'hui, nous nous préparons pour la reconquête de ces pouvoirs et la reconquête de ces pouvoirs passe par l'organisation du parti. C'est comme ça que le président Joseph Kabila a reconduit l'équipe qui est dirigée de mettre le professeur Emmanuel Ramazan Chadari comme secrétaire permanent. Et nous étions chacun reconduit à son poste avec le camarade Ferdinand Kambere comme les adjoints de Chadari. Et il y a un poste
qui n'avait pas encore eu de place, c'est le poste du vice-président du parti et en même temps vice-président du bureau politique qui était vacant. C'est ce poste qu'on a nommé l'un de nos camarades, l'un de nos fidèles, parmi les loyaux du PPRD, le président honoraire de l'Assemblée nationale, professeur Obemina Koundjala-Ndjoko. Donc, ce n'est pas que nous sommes plus méritants que tous les camarades, et c'est le président du parti qui sait lui-même les critères qui ont prévalu pour que nous soyons maintenus encore à la tête de ce parti. Et comment vous appelez cela restructuration du parti? Parce qu'il n'y a que l'arrivée de Obemina comme vice-président du parti. Pour plusieurs observateurs, c'est en violation de dispositions statutaires. Non, ce n'est pas en violation de dispositions statutaires parce que nos statuts prévoient le poste d'un vice-président du parti. Et ce poste n'était pas encore occupé. On désignait le vice-président par session du bureau politique. Cette fois-ci, on a voulu que ce soit présidé par quelqu'un de manière permanente au lieu de changer à chaque session mais c'était le cas. Et quelle est la mission qu'on donne à votre comité ou au secrétariat permanent qui dirige au quotidien les partis? La mission, c'est de faire rayonner le parti. Pour faire rayonner le parti, il faut que toutes les structures du parti fonctionnent normalement. C'est pourquoi on a commencé avec la tête. Nous allons descendre jusqu'aux pieds. Il y a le travail qui est en train de se faire aujourd'hui. On a commencé avec le niveau national. Le président a désigné le vice-président du parti. Il a confirmé le secrétariat permanent, donc le secrétaire permanent et ses adjoints. Ça ne suffit pas. Il y a les secrétaires nationaux qui font partie du secrétariat permanent. Il y a la Ligue de jeunes, il y a la Ligue de femmes, il y a le bureau d'études, il y a l'école du parti. Toutes ces structures-là doivent être mises en place pour que le parti fonctionne au niveau national. Et le parti ne doit pas fonctionner seulement au niveau national, le parti doit fonctionner jusqu'à la base. Donc nous allons restructurer jusqu'au niveau des quartiers, jusqu'au niveau de villages. Parce que nous sommes un parti national, nous sommes implantés sur toute l'étendue de la République. Dans chaque village, vous trouvez même un seul membre du PPRD. Donc, dans cette nouvelle dynamique, nous allons mettre des structures sur pied jusque dans nos villages. Donc, ça ne se limite pas. Ici, le président national a donné le go. Il a chargé les secrétariats permanents de continuer avec le travail pour que nous ayons toutes les structures adaptées au contexte actuel du pays. Il y a les camarades qui étaient avec nous dans nos structures, qui ont fait la transhumance. Et aujourd'hui, nous sommes rendus compte qu'il n'y a plus d'intérêt que les autres partent parce qu'il n'y a plus rien du côté de l'Union sacrée. Et ceux qui sont restés, nous estimons que ce sont les vrais camarades qui sont restés avec nous, qui ont résisté contre voies et marées, qui ont résisté à la corruption, à la tentative de corruption. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux et nous voulons maintenant restructurer le parti pour que nous puissions nous mettre au travail, préparer la reconquête du pouvoir en 2028. Oui, c'est ça, bien entendu, l'objectif. L'ancien chef d'État l'a dit lors de sa dernière interview à la presse namibienne. Il a encore beaucoup d'énergie pour continuer à servir son pays. On va le voir dans quelle mesure justement. Alors, avant d'analyser de fond en comble la dernière sortie de l'ancien chef de l'État, dont la parole se faisait rare et on attendait de lui un message à la nation depuis qu'il s'emploie aux études ou à cultiver la terre et autre chose. Mais il sort du silence dans un contexte où le pays est agressé. Et c'est une drôle de coïncidence où le message derrière cette sortie médiatique est bien calculé.
Merci, monsieur le journaliste. Le président Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. À ce jour, personne n'a l'expérience qu'a Joseph Kabila dans la gestion de la République dans ce pays. Il a, pour la première fois, parvenu à faire vivre aux Congolais la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État depuis l'indépendance. Il a le seul temps à son successeur de faire le travail. On a observé pendant 6 ans, Kabila ne parle pas, il observait, c'était une façon de laisser la liberté à celui qui a la commande de faire le travail, de résoudre le problème des Congolais. Mais hélas, on se rend compte que c'est un échec. Et Kabila, en tant que Congolais digne fils de ce pays, ne peut pas laisser éternellement le pays sombrer dans le chaos. Il doit mettre sa main dans la pâte avec son expérience. L'agression n'a pas commencé avec le régime en place. L'agression avait commencé depuis longtemps. C'est depuis 1998, le 2 août 1998, que l'agression a commencé. Et quand Kabila a pris le pouvoir en 2001, il a pris le pouvoir dans un contexte où le pays était presque balkanisé. Il a mis son intelligence sur la table et il a réunifié le pays qui était divisé en morceaux. Et le 24 janvier 2019, Kabila a légué au président Félix Tshisekedi un pays entier selon ses limites de 1885. Et pendant cette période, quand Kabila a légué le pouvoir à son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos relations avec le Rwanda diplomatiques n'existaient plus. On s'était rendu qu'il y avait toujours les velléités de l'agression du Rwanda et Kabila avait rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. En 2013, on a défait le M23 par la guerre. Nos militaires s'étaient battus. Les vaillants soldats de la République démocratique du Congo s'étaient battus pour mettre en déroute les ennemis de la République démocratique du Congo, qui était le M23. Nombreux des officiers du M23 étaient arrêtés, jugés et condamnés et détenus en dolo. Les autres qui étaient en fuite, il y avait un mandat d'arrêt permanent pour ces gens-là. Mais quand le régime en place arrive, la première action à mener, c'est d'inviter Kagame et on a chanté pour Kagame ici à Kinshasa, Yona ni au stade de martyr, Oboya Kagame pour dire Kabila, toi tu étais qui de supprimer les relations diplomatiques avec le Rwanda. Toi tu étais qui pour refuser le Rwanda. Alors il devait adopter la même approche que l'ancien chef de l'État, où il devait encore se rapprocher du Rwanda, essayer de comprendre à quel point il peut être dangereux ou nocif. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser d'abord continuer avec la première question? Non seulement on a invité Paul Kagame au stade de martyr ici à Kinshasa, on a chanté pour lui Yona ni Oboya Kagame pour dire le régime de Kabila qui avait mis au froid les relations diplomatiques, pour dire nous sommes là pour travailler avec Kagame. Et vous avez vu vous-même les rencontres entre les deux présidents chefs d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame à Kigali et à Goma. Les accords ont été signés, c'était les amis fiables, c'était frères et amis fiables pour travailler ensemble. Non seulement on s'est arrêté là, on a invité les rebelles du M23 à Kinshasa. Après avoir libéré leurs leaders qui étaient en détention, après avoir sollicité l'annulation de mandat d'arrêt devant la justice, on les a invités pendant 14 mois à Kinshasa. On les avait invités pourquoi? Alors qu'on les avait déjà défaits par la guerre. Ils sont arrivés à Kinshasa, ils étaient nourris, ils étaient logés, ils avaient tous les avantages. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour qu'ils puissent encore retourner et nous faire la guerre qu'on n'envisageait plus. Kabila a observé, on s'est rendu compte que la situation devrait s'améliorer, mais on se rend compte que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, le pays a connu des humiliations sur le plan militaire. Le plan diplomatique a commencé à produire ses effets. Mais Kabila sort de son silence et dit que non, il n'y a pas que l'option militaire, il n'y a pas que l'option diplomatique.
le problème est multidimensionnel. Il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que le M23. Au niveau interne du pays, il y a une fracture, il y a une division terrible. Donc, pour résoudre le problème du Congo, il ne faut pas seulement envisager l'option militaire. Il a fait une analyse holistique de la situation. Il a fait une analyse holistique de la situation, une analyse en profondeur de la situation avec son expérience. Mais beaucoup, il a raté l'occasion de cette terre, pour beaucoup. Que Kabila, parce qu'il n'a pas dit, il n'a pas condamné le Rwanda, il n'a pas condamné le M23, donc Kabila est en contence avec le Rwanda, alors que Kabila, de son règne, il avait mis fin aux relations diplomatiques avec le Rwanda. Pendant son règne, Kabila avait défait le M23, ceux qui étaient auteurs de certains faits graves, ils étaient en détention. C'est ce que son message laisse dire, puisque un groupe défait militairement, comment, après sa résurgence, il peut incarner les aspirations du peuple? Quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils se sont parlé. Ils ont signé les raccords. Quand on les a fait venir de la brousse du Rwanda, de l'Ouganda où ils étaient, pour les loger à Kinshasa, ils n'étaient pas venus pour rien. Il y avait quand même les arrangements avec le gouvernement en place, avec le régime en place. Quand ils se sont brouillés, à quoi ça devient l'affaire de Kabila? À quoi ça devient l'affaire de Kabila? Mais aujourd'hui, Kabila devrait condamner. On condamne le gouvernement qui est à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le premier responsable de la situation sécuritaire à l'Est, c'est le gouvernement de la République. C'est pourquoi Kabila doit mettre la pression sur le gouvernement de la République qui a la mission constitutionnelle de sécuriser la République démocratique du Congo, d'assurer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas au M23 d'assurer la souveraineté de la République, c'est le gouvernement de la République qui a mission. Et ce gouvernement travaille sous l'impulsion du président de la République. C'est pourquoi nous, en tant que parti de l'opposition, nous ne pouvons pas nous apprendre au M23. Nous allons condamner ceux qui sont à la base de la situation chaotique que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous compatissons avec nos compatriotes de l'Est, avec nos frères et sœurs du nord du Sud Kivu qui souffrent sur la mauvaise gouvernance du régime en place. C'est ce que Kabila a fait comme décryptage de la situation. Kabila a analysé de manière approfondie, de manière objective, la situation que traverse la République démocratique du Congo, en disant non seulement il faut mettre l'option militaire à l'avant-plan, non seulement il faut mettre l'option diplomatique à l'avant-plan, il faut tenir compte de la situation dans sa globalité. C'est comme vous faites un examen, vous avez 5 problèmes, vous résolvez 2 problèmes sur 5, vous n'avez pas réussi à l'examen ou à l'interrogation. Donc, vous aurez 4 sur 10. Donc, c'est un échec. C'est pourquoi Kabila dit, si on veut résoudre le problème de la République démocratique du Congo sécuritaire aujourd'hui, il faut voir le problème dans toute sa dimension. Et non seulement il faut voir la dimension militaire, non seulement il faut voir la dimension diplomatique, il faut également voir la dimension politique, la situation à l'interne entre Congolais. Quelle est notre situation actuelle aujourd'hui? Nous vivons dans une division terrible. Il n'y a pas de cohésion. Il y a le tribalisme, il y a le népotisme. On veut que tout ça puisse être mis à l'écart pour que les Congolais puissent avoir les mêmes soucis de cette République, que nous puissions sauver la République qui est en phase d'explosion. Si nous n'y prenons garde, nous risquerons de perdre notre mère patrie. Avec ce qui se passe. Après, la tribune ou la sortie médiatique polémique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui est l'autorité morale ou le président national du parti, ces déclarations l'ont fait flanquer dans le camp des ennemis de la République. Beaucoup vont plus loin en disant qu'il prépare un coup contre la République. Alors, je voudrais que nous puissions aller dans le fond. Quel est le message que vous donnez? Quel est le message que vous donnez quand Kabila dit que le M23 incarne les aspirations du peuple? Ce sont des phrases assassins et qui font mal au sein de l'opinion. C'est mal comprendre. Quel est le sens que vous donnez à ce qu'il a dit? D'abord, il n'y a pas quelqu'un qui aime ce pays comme Kabila. Il n'y en a pas. En 2001, quand Kabila a trouvé le pouvoir, il y avait 4 gouvernements. Et Kabila pouvait dire, comme moi je gère Kinshasa, je reste avec Kinshasa. Mais Kabila n'a pas fait ça. Il s'est battu en morceaux. Il a sacrifié toute sa jeunesse pour la cause de la République démocratique du Congo.
En 2018, il a dit qu'il ne peut pas se représenter parce que la Constitution le lui interdit. Il a respecté la Constitution. Il a passé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il a organisé les élections 3 fois dans ce pays. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui aime ce pays qui est Kabila. C'est pourquoi aujourd'hui, comme il est passionné de ce pays, il a dit qu'il doit mettre sa main dans la pâte pour être une solution aux problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Moi, je suis au niveau du message. Le message contenu dans sa tribune. M23 incarne les aspirations du peuple. Parmi les revendications, que vous donnez à ça? Parmi les revendications, non seulement il n'y a que le M23 qui revendique la mauvaise gouvernance, mais aussi le peuple congolais manifeste le même sentiment de déception de la gouvernance actuelle de ce pays. Il n'y a pas que le M23 qui décrit la mauvaise gouvernance de ce pays. Il y a tous les Congolais sérieux qui sont en train de dire que le régime actuel a échoué. La vie est devenue extrêmement difficile. L'insécurité urbaine généralisée. L'Est de la République sous occupation. Mais jusqu'à voir les fonctionnaires sont payés quand on veut. Mais jusqu'à avoir des revendications légitimes, parce que le M23 est considéré comme le supplétif de l'armée rwandaise. C'est vous qui le dites. Quand on les a invités à Kinshasa, on n'avait pas invité l'armée rwandaise. Quand on avait invité le M23 à Kinshasa, on avait invité les Congolais. C'est le régime actuel qui les avait invités pendant 14 mois. Ils n'étaient pas rwandais, ils étaient les Congolais, on les a invités ici pour parler. Ils se sont entendus, ils ont pris leurs engagements. C'est pourquoi nous nous disons, il fallait quand même à la maison, quand vous arrivez, vous trouvez votre enfant qui vous a toujours parlé, ne vous parle pas ce jour-là. Vous l'appelez, il ne répond pas. Vous ne pouvez pas dire parce qu'il est enfant, vous passez. Vous devez dire qu'est-ce qui est à la base de ça, pourquoi mon enfant affiche ces comportements ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème, qui n'a pas de revendication, qui peut prendre les armes contre l'État, contre un gouvernement, qui peut se mettre en danger? Prendre les armes, c'est accepter de mourir à tout moment. Mais on ne peut pas accepter de mourir à tout moment sans raison. C'est ça le sens. Il faut qu'on les écoute. Au contraire, monsieur le journaliste, peut-être vous n'êtes pas tellement informé. Il y a déjà une sous-forme de négociation indirecte avec le M23. À travers le processus de Nairobi, et le Rwanda. Voilà. Et le Rwanda. Le président Uhuru Kenyatta a déjà reçu le M23. Le président de l'Angola a déjà reçu le M23. Et quand on le reçoit, vous pensez qu'on les appelle seulement comme ça pour dire non, il y a ça. On demande quelle est leur revendication. Récemment ici, les confessions religieuses, la Senko et l'SCC, se sont aussi déplacés, les deux confessions se sont déplacées jusqu'à Goma. Ils ont été reçus par Nanga. Vous pensez qu'il n'y a pas de revendication de ces gens-là? Chaque jour, quand vous suivez les discours de ces gens-là, ils ont aussi les revendications. Il y a ceux qu'ils condamnent, comme nous tous nous condamnons. Mais la manière de condamner, peut-être, c'est ça la manière. Les autres ont décidé, pour manifester leur mécontentement, ils ont pris les armes. Mais nous défendons en défendant la démocratie. Mais les revendications, il y en a. Ce sont les mêmes revendications. Et moi, je pense, quand le président Kabila vous dit, il y a des revendications légitimes. Oui, il y a des revendications qui tiennent debout. Tout ce que le M23 dit n'est pas faux. Tout ce que nous disons en tant qu'opposants n'est pas faux. Donc Cholet a dit quand il pense que l'on ne peut pas construire la paix sans l'M23. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a besoin de tous les Congolais. Une unité spéciale pour des opérations délicates. Après plusieurs mois d'instruction au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, la première brigade spéciale du service national est invitée à Kinshasa pour un stage professionnel. Une première pour ces 250 hommes, des ex-délinquants constituant désormais un corps d'élite. Pour les accueillir, ce lundi à Njili Air Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait lui-même le déplacement. Monsieur le commandant service national. Bataillon spécial parce qu'ils auront des missions spéciales, parce qu'ils vont avoir du matériel spécial, parce qu'ils vont avoir une formation spéciale. Eux, ce sera un bataillon qui sera consacré à la construction, je dirais, des immeubles de prestige. Je vous donne un exemple. On a besoin de construire une belle villa
qui va, par exemple, être la résidence officielle du chef d'état-major général des forces armées. C'est eux qui vont le faire. Les autres que nous avons, ils sont professionnalisés, mais dans le travaux, comment je dirais, plus ou moins de manière globale. Nous avons de maçons, nous avons de charpentiers, mais ici, nous voudrions vraiment avoir cette finition-là. Et ils viennent ici pour suivre cette professionnalisation. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici. Et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers. Il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par le bâtisseur. Peut-être vous n'y croirez pas. Faire les choses avec finesse. À Kinshasa, les 250 seront logés et nourris. La République, qui a tant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, a mis du paquet pour leur formation de 6 mois. Ils viennent du Katanga, du Kasaï et de l'Équateur. Au service national, l'accent est mis sur ces mixages, une façon de lutter efficacement contre le tribalisme. Ils viennent principalement ou à 98% du Kasaï, du Grand Katanga et du Grand Équateur. Il n'y a pas ceux qui sont venus de Kinshasa. Ceux-là iront ailleurs. Question de faire un brassage national. Ceux-ci ne sont pas des Kinois. Ils viennent d'autres provinces. Mais ils ont accepté d'aller servir leur pays ailleurs. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non. Le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé. Mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Des candidats triés sur le volet pour intégrer l'unité spéciale. Ils ont été soumis à une batterie d'examens selon leur domaine de formation. Une sélection sans complaisance qui vise à offrir à la République ce qu'il y a de meilleur. Baba no tutanye. Akubona mara ku. Baba no kengesha. Ono fala chakuji. Baba filma tukonso. Aba bidi urumvo bishifaji mumbuka jumai kanya makasi lelu kari ku chisansi. Ni sanga ya boy ba mu mushimuka sefini. Formation tukura mzuri, tunalala mzuri, banatuvika mzuri. Vile mnatona liwa. Tuna bonne santé. Abatupikake. Zalaki na province Équateur na ville Mbanda. Formation na casse c'est vraiment zadito. Tozolia bien, tozola na biso bien et centre na biso zoli kanavo bien. Après Kinshasa, la deuxième unité sera déployée à Kolwezi. Avec les initiatives de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la capitale mondiale du cobalt a plus que jamais besoin d'une main-d'œuvre de qualité. Quoi dans les lois là-bas? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Et elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire le champ. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Et donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. Une unité spéciale va être déployée dans les 3-4 mois dans les Lualaba pour le faire. D'anciens bateaux, de gangs urbains, formés, transformés et se recrutant aujourd'hui parmi la main-d'œuvre la plus recherchée du pays. Qui constitue le problème pour trouver la solution définitive. Si vous faites une analyse sélective, on n'arrivera pas au bon résultat. Kabila fait partie? Tout le monde aujourd'hui fait partie de la solution. Même vous, journalistes, vous faites partie de la solution. Vous faites partie du problème et vous devez être associés pour trouver la solution au problème de ces pays. Tout le monde a besoin de données, tout le monde on a besoin de plus petits aujourd'hui pour trouver solution. Monsieur les journalistes, l'option militaire est bonne. Nous pouvons acclamer. Nous avons une épine dans le pied. On a donné les armes aux civils, le Wazalendo, qui se battent à nos côtés aujourd'hui. C'est bien d'applaudir. Moi, j'ai une expérience, j'ai vécu ça en
2002, 2001, 99. Il y a une force qui était constituée chez moi, dans ma province du Haut-Lomami, pour la première fois, la force d'autodéfense populaire. On a appelé FAP. Quand on avait l'agression rwandaise, quand le Rwanda progressait, l'agression progressait, on avait pris une grande partie de la province, de l'ex-province du Katanga. Ma province n'avait pas été sous l'occupation du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'on avait constitué la force d'autodéfense populaire. On avait donné les armes aux civils qui avaient combattu aux côtés des forces armées de la République. Après la victoire, c'était maintenant le problème de ces gens-là. Ils ont refusé de déposer les armes. Ils se sont retournés contre la République qu'ils défendaient. C'est la même situation aujourd'hui. C'est la crainte que nous avons quand nous devons dire qu'on doit régler le problème dans toutes ses dimensions. C'est en voyant les sorts de ces Wazalendo qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont en train de mourir pour la cause de la nation aujourd'hui. Quelle sera leur récompense demain? Comment on va se comporter demain pour les gérer? Ils sont habitués aujourd'hui à prendre les armes. Vous ne pouvez pas dire demain, maintenant, déposer les armes, c'est fini. Non. Et vous voyez déjà le danger. Chaque jour qui passe, il y a affrontement entre les Wazalendo et les FARDC. Ce sont des signaux qui montrent que le problème n'est pas seulement le M23 aujourd'hui. Le problème est multidimensionnel et les solutions qu'on doit avoir doivent tenir compte de tous ces éléments-là. Il faut anticiper les événements. C'est pourquoi on vous dit on peut défaire le M23 aujourd'hui par la guerre. On peut exiger au Rwanda, même si le Rwanda s'est retiré, même s'il n'y aura plus le problème du M23, nous aurons encore le problème entre nous-mêmes Congolais, entre nous qui nous battons pour la défense de la République, entre le Wazalendo et le FARDC et le gouvernement congolais, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi le moment est venu où nous devons analyser le problème de la République démocratique du Congo de manière générale. C'est de cette façon-là qu'on va résoudre le problème. Et vous pensez que Kabila garde toutes ses cartes à main? Kabila connaît la situation parce que pendant son règne, il n'a vécu que la guerre. Il a trouvé le RCD Goma. Il a trouvé le MLC. Il a trouvé le RCD KML. Il a connu la guerre des scènes de paix. Il a connu la guerre du M23. Donc pendant son règne, il a géré la situation de guerre. Il connaît la guerre. Il connaît la situation du pays. Il peut aider pour trouver les solutions. Généralement, aujourd'hui, on l'accuse faussement. On trouve pour quelle raison quelqu'un qui a rompu les relations diplomatiques avec un État, quelqu'un qui a utilisé les armes pour défaire le M23, quelqu'un qui les a laissés en prison, quelqu'un qui a laissé le mandat pour qu'on arrête ceux qui étaient en fuite. Et on dit aujourd'hui, non, comment lui ne parle pas? Il doit parler, il va condamner le M23 qui a été appelé par Kinshasa. On doit condamner celui qui a résisté le M23. Celui qui a résisté le M23, c'est le gouvernement de la République, c'est le régime actuel. Le président de la République lui-même avait reconnu ça. Devant une interview, qu'effectivement, il avait appris que son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, avait invité le M23 à Kinshasa. Et vous pouvez même imaginer, on invite les rebelles à Kinshasa qui étaient sous mandat. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. C'est pourquoi nous ne pouvons pas condamner ces gens-là. Nous condamnons le gouvernement qui a résisté ces gens-là parce que ces gens-là n'existent pas. De 2013 en 2018, le 24 janvier 2019, quand le président Kabila cédait le flambeau au président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo avait 2 345 600 km². Et on n'avait pas le M23 dans ce pays. Les M23 étaient déjà défaits, ils n'existaient plus. Et quand les M23 sont ressuscités aujourd'hui, ça va nous interpeller. Comment on a pris les M23? On les a amenés ici, on les a graciés. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes, ceux qui étaient en prison, ce sont ces mêmes personnes qui sont devant les fronts, qui prennent nos provinces, qui prennent nos villes. Donc il y a complicité avec le régime en place. Mais il se développe une tendance à vouloir blanchir ou être du côté de l'ennemi, parce que quand Kabila, dans sa dernière interview accordée à la presse namibienne, il dit qu'il faut que les forces étrangères, les armées étrangères quittent le territoire national. Mais en même temps, il oublie que lorsque nous restons sur l'épisode de 2013, avec la défaite militaire, le revers essuyé par l'M23, c'était l'intervention
de la brigade d'intervention avec la MONUSCO est composée de 3 pays étrangers. Mais pourquoi aujourd'hui on échapperait ou il voudrait qu'on ne puisse pas s'inscrire dans cette logique? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. On peut faire recours à une armée étrangère. Ce n'est pas un problème. L'armée va venir se battre. L'armée va venir vous aider à résoudre le problème. Nous nous sommes rendus compte que ces armées ne font rien. Voici ce qui se passe, l'humiliation que nous avons eue à Goma, la prise de Goma. Il y avait le mercenaire blanc, il y avait la MONUSCO, il y avait la SADC, il y avait les Wazalendo, il y a les FARDC, il y avait les Burundais. Plus de 5 armées étrangères sur le sol congolais. Et tous ces gens-là, toutes ces armées-là, ont été incapables de bloquer l'avancée du M23. Ils sont payés, ils sont nourris, ces militaires, et ils ne font rien sur le terrain. À quoi bon de les garder, d'avoir plusieurs armées étrangères au pays, alors qu'il n'y a pas de solution? Non seulement ils ont pris la ville de Goma, ils ont progressé de Goma par la guerre pour arriver à prendre la ville de Bukavu. Ils sont en train de continuer aujourd'hui. Mais ces armées sont là. Ils viennent faire quoi? Pourquoi ne pas concentrer ces moyens qu'on donne à ces armées étrangères à concentrer ces moyens à nos FARDC qui ont fait preuve dans le passé de leur professionnalisme, de leur montée en puissance. Et généralement, peut-être vous êtes distrait dans certains termes. Non, les Wazalendo appuyés par le FARDC ont récupéré telle localité. Donc, on donne de l'importance aux Wazalendo en défaveur de nos forces armées congolaises. Or, les Wazalendo viennent en appui à l'armée, mais quand on vante, on dit non, les Wazalendo appuyés. Entre le Wazalendo et l'armée, qui appuie l'autre? Celui qui a la mission constitutionnelle de sécuriser la population, les frontières de la République, c'est l'armée. Mais ici, on donne l'impression, même quand on est en train de diaboliser notre armée, l'armée est infiltrée, il y a des trahisons à l'interne. Comment vous voulez-vous que nous puissions réellement gagner la guerre dans ces conditions-là? Nous devons organiser notre armée, nous devons mettre nos moyens dans notre armée, et notre armée peut faire du bon travail plus que les armées étrangères qui viennent pour les intérêts financiers. Donc c'est pour ça le sens de dire qu'il faut que ces armées partent. Quand ces armées étrangères seront parties, les Congolais vont se mettre autour d'une table pour résoudre le problème du Congo eux-mêmes. Est-ce que la deuxième sortie médiatique de Joseph Kabila ne constitue pas une sorte de rétropédalage pour lui? Kabila est resté égal à lui-même. Comment ça? Il vous a tracé, lors de sa première tribune, il a fait l'analyse générale de la situation du pays. Et la deuxième sortie, il commence à faire des propositions de sortie de la crise. Il n'a pas reculé, il est resté égal à lui-même. Il est resté cohérent. Il appelle la situation, il a fait le diagnostic, il propose des pistes de sortie. Parmi les pistes de sortie, il faut que les armées étrangères qui se battent aujourd'hui, parce qu'on en a l'expérience, nous avons eu la guerre en République démocratique du Congo entre 2 armées étrangères à Kisangani. Et dans cette allure, nous risquerons d'arriver encore à voir les 2 armées qui se battent en République démocratique du Congo. Et ces armées ne nous ont aidés en rien. Si vous voyez ce qui est arrivé pendant la guerre d'agression en 98-99, n'étaient les Angolais, les Ibamboyens, les Namibiens, le Tanzanien qui était dans la force de la SADC, la République partirait. Ils nous ont aidés de faire face à l'agression, de faire reculer l'ennemi.
Jusqu'à ce que nous nous sommes réorganisés, nous avons dialogué pour réunifier le pays. Ce qui n'est pas le cas avec les armées qui sont ici, qui n'ont aidé à rien. Quelle est une seule localité que vous connaissez qui a été récupérée par les partenaires de la République, les armées partenaires de la République démocratique du Congo? Une seule localité récupérée entre les mains du M23 par les armées étrangères. Au contraire, ce sont les Congolais qui se battent. Quand on dit les Ouazélènes ont récupéré, ce sont les Congolais. Quand ce sont les forces armées qui se battent, qui ont récupéré, ce sont les Congolais. Mais ces armées-là viennent faire quoi? Quelle est l'utilité de leur présence au pays? C'est ça, l'inquiétude de Joseph Kabila. Et quant à son avenir politique, il dit avoir plein d'énergie pour continuer à servir son peuple, mais il est dit dans une période difficile pour beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une manière de se moquer du peuple congolais? Parler d'avenir politique alors que le pays a fait à ça. Servir son peuple. Quand il contribue à la solution du problème, il nous donne les propositions du problème, il est au service de son peuple. Il a la sagesse, il a de l'expérience, il peut encore aider la République, oui. Aider la République ne signifie pas qu'il faut être obligatoirement président de la République, non. Nous aidons la République, nous sommes au service de la République, nous n'avons jamais été ministre. J'ai servi la République en tant que député. Et je suis au service de la République parce que je suis en train de réfléchir comment aider la République à aller de l'avant. Et Kabila, en tant que sénateur à vie, il est au service de la République, il a toujours de l'énergie pour travailler. Mais il ne cache plus ses intentions de son comeback à la magistrature suprême. Je ne sais pas à quelle occasion Kabila vous a dit qu'il veut venir prendre les pouvoirs. Et les pouvoirs ici chez nous ne se donnent pas. Le pouvoir passe par le peuple congolais qui décide lors des élections. Et nous avons dit, nous sommes un parti dans notre parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir vient du peuple et on va l'exercer pour les comptes du peuple. Donc ce sont les intentions de ceux qui ont peur de Kabila, qui montent les histoires, qui ont peur de lui peut-être pourquoi, comme il est ancien président de la République, son expérience gêne aux autres. C'est peut-être ça. Sinon, on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour résoudre le problème du Congo indistinctement. Le président de la République lui-même est conscient. Quand il dit qu'il va tendre la main à l'opposition pour faire un gouvernement d'union nationale ou quoi, on va quitter l'union sacrée, un gouvernement de l'union sacrée pour un gouvernement de l'union nationale. Non, il a besoin de tout le monde. Et l'opposition, c'est pour faire quoi? C'est pour résoudre le problème. Et ce n'est pas la solution? Quelle solution? Dans ce contexte, on peut en avoir 1000, on va changer les noms. Ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes problèmes. Il faut d'abord commencer par résoudre le problème. Le problème, c'est la division interne, les frustrations internes, les mécontentements internes. C'est ça le plus grand problème, monsieur le journaliste. Qui en sont les acteurs? Vous parlez de la mauvaise gouvernance. Est-ce que cet échec est attribué à ceux qui dirigent aujourd'hui ou à ceux qui ont promis de asphyxier ou mettre ces pays à genoux? Je parle du professeur Ramazani Chadari. Quand vous prenez la commande, quand vous vous portez candidat à la présidence de la République, vous ne vous portez pas candidat pour venir chercher à culpabiliser les autres, vous venez corriger ce qui a été mal fait. Jeu de capacité pour faire mieux que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Faites-moi confiance, je vais vous faire partir d'un point A vers le point B, avancer et non reculer. Mais quand il travaille et qu'il constate qu'il y a des crocs en jambes, il y a des gens qui ont promis de paralyser les pays, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre cette prédiction-là? Monsieur le journaliste, nous étions dans une coalition FCC-CACH. On a diabolisé la coalition. Non, Kabila bloque, les FCC nous bloquent, comme si on avait donné de l'eau quelque part. Les FCC étaient partis couper l'eau. On avait construit un pont. Les FCC s'étaient arrangés pour aller détruire. On avait donné l'électricité.
les FCC s'étaient arrangés pour aller détruire la centrale. C'était seulement les boucs émissaires, les échappatoires. Et on a mis fin à la coalition depuis 2020. En décembre. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 4 ans de gestion sans FCC. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Au contraire, nous sommes en train de reculer. On payait le gens, aujourd'hui on ne sait plus, on va nous payer quand? Nous sommes fonctionnaires de l'État, je suis professeur, je touche l'argent de l'université, je vis avec cet argent-là. Aujourd'hui, nous sommes les 5, les 6 ou les 5, on n'est pas encore payé. On ne sait pas, on payera quand. Donc c'est cette frustration qui vous a amené à dire qu'on va paralyser les pays. Et vous prenez, paralyser le pays, quel jour? La vidéo existe du professeur Emmanuel Ramazani Chadari. Il faut contextualiser. Il faut contextualiser. Il avait dit ça dans quelles circonstances? Est-ce que vous avez déjà vu un seul cadre du PPRD qui a les armes, qui a déstabilisé la République ici? Nous sommes des démocrates. Au contraire, vous devez nous féliciter. Nous sommes restés silencieux. Tous les camarades du PPRD qui ont quitté le PPRD pour aller à l'Union sacrée, vous n'avez jamais vu le PPRD se plaindre dans un meeting ou dans une réunion, faire des déclarations parce que Bochab est parti, Loumano est parti, Cheo Kitundu est parti, Jean-Charles Lokoto est parti, Willy Bakonga est parti, les gouverneurs sont partis, les sénateurs sont partis, les Caroles, tous ceux avec qui nous étions ici sont partis à l'Union sacrée. Et moi, je me pose maintenant la question. On a dit que c'est les PPRD, les FCC qui bloquaient. C'est encore le même cadre du FCC qu'on a recruté pour aller au FCC. Nous tous ici, nous étions sollicités pour aller à l'Union sacrée. Nous avons resté parce que nous sommes des consciences. Ils ont lamentablement échoué. On veut maintenant... Avant, c'était nous, les FCC. Ils sont partis dans leur coalition de l'Union sacrée. Ils se sont déjà divisés. Aujourd'hui, vous suivez les médias. Vous suivez les déclarations de partis politiques de l'Union sacrée contre le parti politique de l'Union sacrée. Vous suivrez les déclarations des militants de partis politiques contre le membre du présidium de l'Union sacrée. Ça atteste à suffisance, monsieur le journaliste, que nous avons un problème dans ce pays. Et à l'interne même du parti présidentiel, ça brûle. Partout, c'est ce qui atteste qu'il y a un problème dans ce pays. Le pays ne marche pas bien. Il n'y a pas que le problème du M23, il n'y a pas que le problème du Rwanda, il y a également le problème des Congolais lui-même. Et quelles leçons tirez-vous particulièrement de la coalition FCC Cash? La leçon que nous avons tirée, premièrement, il y a des gens qui ne respectent pas les engagements. Les Cash n'ont pas respecté ces engagements. Nous avons étudié en droit commun le contrat. Lorsque vous signez un engagement, vous devez respecter les engagements mutuels. Lorsque vous voulez mettre fin à un contrat, vous ne pouvez pas le mettre de manière unilatérale. De la même manière que nous nous sommes réunis, c'est de la même manière que nous devons décider tous de nous séparer. Nous avons tiré des leçons. Une autre leçon, si nous étions restés dans la coalition FCC Cash, le peuple congolais ne serait pas éclairé de qui est le véritable problème. Parce que tout ce qui marchait, c'était les Cash. Tout ce qui ne marchait pas, c'était le FCC. Aujourd'hui, rien ne marche. On sait maintenant qui fait quoi. Qui est qui. Est-ce qu'à l'avenir, ce sera difficile de vivre ce moment historique, de vivre de telles coalitions entre ceux qui étaient hier à l'opposition et ceux qui y ont accédé au pouvoir? Peut-être avec une autre génération de politiciens. Si ce sont les mêmes politiciens instables qui changent matin, midi, soir, je ne pense pas que ce mariage sera le bienvenu. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Les mêmes effets produisant les mêmes conséquences.
je ne pense pas que nous pouvons oublier. Il faut d'abord chercher l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui pour trouver solution. On peut changer le gouvernement, on peut mettre union sacrée, large union nationale, ou de l'union nationale ou quoi, ou de l'unité nationale, aussi longtemps que ce sont les mêmes acteurs. Rien, n'espérez rien. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2025, je vous l'ai dit. Ce n'est pas en changeant les gouvernements qu'on aura des solutions ici. Il faut chercher où sont les problèmes avant. Il faut faire un bon diagnostic de la situation avant de donner de bonnes solutions. Si on fait très mal les diagnostics, il n'y aura pas de bonnes solutions. Et c'est ce que nous disons, c'est ce diagnostic que Kabila est en train de vous dire aujourd'hui. Les problèmes, ce n'est pas seulement le Rwanda, le problème, ce n'est pas seulement le M23, ils sont problèmes. Ces gens-là, le Rwanda, le M23 sont des problèmes. Donc tout le monde doit dialoguer avec tout le monde. Il y a aussi les autres problèmes peut-être qui peuvent nous amener encore à des désordres ou à de l'insécurité plus que ça. Je vous ai donné un cas, la gestion après la guerre de ces vaillants compatriotes qu'on appelle les Wazalendo. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a la division interne. Il y a certaines provinces qui se sentent écartées dans la gestion de la République, qui se sentent frustrées. Quand on fait des nominations, il y a des provinces qui sont privilégiées, les autres ne sont pas privilégiées. Il y a les provinces qui sont arrêtées matin, midi, soir. Le même propos, quand c'est prononcé par telle de telle province, c'est normal. Quand c'est prononcé par telle personne d'une autre province, c'est anormal. Ce sont ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble pour trouver le problème au Congo. Est-ce que votre président national ou vous-même personnellement, êtes-vous fier de l'alternance politique qu'il y a eu dans ces pays? Oui et non. Oui, parce que c'était la première expérience. Il fallait que les Congolais vivent ces moments historiques que les autres nations ont déjà vécu. Il fallait que les Congolais vivent ça pour la première fois. Et c'était un message pour dire plus jamais chercher à s'éterniser au pouvoir. Nous allons à chaque fois, après chaque 10 ans, si vous avez fait vos 2 mandats, vous partez, vous laissez la place à l'autre. Mais ceux qui étaient le chantre du respect de la Constitution ont changé. Vous avez vu les débats qu'il y a eu sur le changement de la Constitution, sur la révision constitutionnelle. Tous ceux qui étaient contre la révision étaient devenus les chantres de la révision aujourd'hui. Et comment vous voulez, avec ces personnes, avec ces politiciens qui changent les opinions sans gêne, sans honte, matin, midi, soir, vous voulez que la République aille de l'avant? Donc, pour cet événement-là, nous sommes très fiers que ça soit venu de nous, le PPRD, qui avons organisé les élections et qui avons passé le flambeau et la commande à l'opposition. Nous sommes tellement en déception de voir que rien n'a évolué sur le plan social, sur le plan politique, parce que nous sommes en train de reculer dans la démocratie. Or, on a construit la fondation, on a posé les bases pour aller de l'avant. Mais en réalité, quand vous faites le diagnostic objectif, vous vous mettez à analyser la situation secteur par secteur. En 2019 et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et c'est ça notre déception. Parce que quand vous voyez l'alternance chez les autres, celui qui arrive commence par où l'autre avait commencé. Et il continue. Mais chez nous, quand quelqu'un arrive, d'abord, la première des choses, c'est d'ignorer tout ce que l'autre a fait. Il y a beaucoup de projets qui, pendant 6 ans de règne du régime en place, n'ont pas bougé. Projet de Katende, de Kakobola. Dans ma province du Haut-Lomami, on construisait une centrale de captage, une usine de captage d'eau avec du matériel de la dernière génération, moderne. On a abandonné jusqu'à ce jour.
On n'a pas d'eau dans ma province, mais il y a l'usine qui est en train de ruiner. Il ne restait que la tuyauterie pour donner l'eau à la population. C'est à 4 km de là où il y a l'usine et la ville. Et ce projet, l'argent, les 4 ou les 5 millions que la République avait dépensé est en train d'aller dans l'eau. Kakobola, Katende, il y a beaucoup de projets comme ça. Ça ne se passe pas comme ça chez les autres. C'est l'argent de la République, ce n'est pas l'argent de Joseph Kabila qui construisait ces centrales, ce n'est pas l'argent de Joseph Kabila de sa poche qui construisait ces usines, c'était l'argent du peuple congolais. Mais aujourd'hui, cet argent est en train d'aller dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on estime que si c'est Kabila qui a commencé, si c'est tel régime, et nous allons vivre ça. Quand le régime actuel va partir, celui qui va venir va faire la même chose. Et nous serons dans un cycle vicieux. Merci. Il nous reste pratiquement 3 minutes pour chuter avec le professeur Lucien Kassongo, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Pensez-vous que les débats sur le changement, la révision constitutionnelle a fait exacerber aussi la crise? Bon, peut-être vous ne suivez pas. Comme moi, quand Nanga prend la parole, dernièrement, il a fait une interview à Goma, là où il a répété la phrase du président de la République. Il dit, qui peut m'interdire, moi, garant de la nation, de changer la constitution? Est-ce que réellement soit dit, le garant de la nation, dans une démocratie, peut dire ça? Le garant de la nation, même si le terme n'existe pas. Dans la Constitution, il n'y a pas un terme qui dit le président de la République est garant de la nation. Le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions. Mais le garant de la nation, ça n'existe pas dans notre Constitution. Donc, quand nous disons il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que la crise puisse se généraliser. Alors, il faudra parler de tout ça. Et quelle est la recette que vous proposez? Vous n'êtes pas favorable au gouvernement d'union nationale. Alors, quelle est la carte qui est sur table? La carte qui est sur table, c'est peut-être voir ce que les évêques ont commencé. Parce que là, ça sera, vous voyez, ils ont vu la crise autrement que les autres. Ils ont vu la crise autrement que les autres. Non seulement ils ont vu les M23, non seulement ils n'ont vu que le Rwanda, ils ont vu que la crise a aussi des ramifications, il y a aussi des indices de la crise tout autour de nous. C'est comme ça qu'ils sont en train, les deux églises sont en train de faire le tour de l'Afrique. Ils ont vu le pays voisin, elles iront voir le président de l'Union africaine. C'est pour la recherche. Donc, c'est un problème qui est multidimensionnel. C'est pourquoi on n'exclut aucun Congolais qui ait à la fois un problème et une solution. Allez, merci. Lorsque vous excluez quelqu'un qui ait un problème, ne pensez pas que vous avez résolu le problème. Vous l'avez laissé entier. Et demain, vous allez encore revenir sur la même situation. C'est pourquoi il faut voir le problème dans toute sa dimension. Et c'est ce que Joseph Kabila conseille à la République. Allez, merci beaucoup, professeur Lucien Kassongo. C'est là la profondeur même de sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui avant de quitter Windhoek, il a accordé une interview explosive à la presse namibienne. Au sein de l'opinion, il se dégage 3 blocs de l'opposition. Le bloc de Lubumbashi, composé de Kabila et Moïse Katumbi, ils sont swahilophones. Et les blocs de Kinshasa, composés de Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabonde. Pensez-vous que l'opposition congolaise est divisée? En tout cas, il n'y a que les Congolais animés de la mauvaise qui ont dans leur ADN les germes de division. Ça, c'est un discours pour diviser l'opposition afin de donner le béquille au régime. L'opposition n'est pas divisée. Vous avez vu vous-même
l'opposition dans toute sa diversité, dire non à la révision ou au changement de la Constitution. Il y a les conférences de presse qui étaient tenues, il y a les manifestations qui étaient tenues entre tous les leaders de l'opposition. Ici, moi, je n'ai jamais été dans les cas de tribalisme. Ce n'est pas dans mon ADN. Et moi, jusque-là, c'est un discours de division qu'on veut créer dans l'opposition pour bien régner, pour bien atteindre les objectifs du régime. Et nous n'accepterons pas ça, ça n'arrivera pas. Kabound n'est pas de l'Ouest. Kabound n'est pas de l'Ouest. Kabound est du centre. Et Kassai, c'est le centre. Donc, il n'y a pas le bloc. Fayoulou n'est pas Moulouba. Kabound n'est pas Mukongo. Comment on va dire qu'il y a bloc ouest et le Swahiliphone? Je parle du bloc de Lubumbashi. Bloc de Lubumbashi, ça signifie quoi? Kabila, Moïse Katumbi. Il n'y a pas de bloc de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est une ville de la République. Kabila n'est pas de Lubumbashi. Kabila est nationaliste. Il a géré ce pays. Il a défendu ce pays. Si Kabila n'était pas nationaliste, il allait accepter de balkaniser ce pays parce que les Katanga n'étaient pas pris par les rebelles. Donc, il n'y a pas une république de Swahiliphone, il n'y a pas une république de Bangala, il n'y a pas une république de Baluba, il n'y a pas une république de Bakongo, il n'y a que la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Merci beaucoup. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission avec le professeur Luquin Kassongo qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Il nous a reçus chez lui. Merci de votre temps. Votre dernier mot. C'est à moi de vous remercier pour vous être déplacés. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous vous retrouvons avec les mêmes plaisirs sur votre chaîne Politico RDC, la Force Détail. Bonsoir chez vous.